Très bien. Maintenant, l'insuffisance rénale chronique. Donc, c'est le contraire. Donc, vous avez atteinte brutale pour l'insuffisance rénale aiguë, atteinte permanente évolutive pour l'insuffisance rénale chronique. Dans l'insuffisance rénale aiguë, vous avez la réversibilité. Dans l'insuffisance rénale chronique, vous avez l'irréversibilité. Donc, ce sont les deux paramètres. Et bien sûr, puisque ce qui est commun, c'est quoi? Très bien. Réduction de la fonction rénale. Aussi bien dans l'insuffisance rénale aiguë que dans l'insuffisance rénale chronique. Il fait partie de la définition d'ailleurs. On parle de l'insuffisance rénale, ça veut dire, c'est pathognomonique, il fait partie de la définition de la réduction de la fonction rénale. Donc, ce qui est commun, bien sûr, c'est les troubles électrolytiques. Ajoutez à cela la fonction endocrine et, bien sûr, l'augmentation des déchets azotés. Donc, l'insuffisance rénale chronique, diminution permanente, donc facteur temps, du DFG en dessous de 60 ml par minute par unité de surface corporelle standardisée. Hein. Donc, on prend la moyenne, si vous voulez, c'est 1 mètre carré 73. Ou bien 73 mètres carrés. Ça veut dire pour un sujet adulte, normal, ni obèse, ni maigre, ni long, ni nain. Donc, on est à peu près la moyenne, c'est 1,73 mètres carrés. Oui? Votre collègue, elle a posé, est-ce que dans l'insuffisance rénale aiguë, il y a diminution de la DFG? C'est la définition. C'est la définition. C'est la définition. L'insuffisance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font le rein? Donc, la définition de la fonction rénale principale, c'est le DFG, le débit de filtration. Ouais, les reins sont des organes de filtration. Si vous avez une atteinte rénale, une insuffisance rénale, ça veut dire que c'est une diminution de DFG, par définition. C'est clair? En fait, il y a les différents stades, les différentes catégories. D'accord? Ça peut donner une petite diminution, ça peut donner une grande diminution, etc. Donc, en fonction des différentes classes. Donc, pendant plus de 3 mois, donc vous voyez le seuil, hein, l'unité de temps qui fait la séparation entre tout ce qui est chronique et tout ce qui est aigu, c'est ce seuil-là retenu de 3 mois. Après 3 mois, plus de 3 mois, vous êtes d'emblée dans l'insuffisance rénale chronique. Donc, altération progressive et permanente. Donc, il y a une évolution continue. Ça veut dire, ça commence, hein, vous êtes dans l'insuffisance rénale, s'il n'y a pas une prise en charge, hein, même, bien sûr, c'est juste pour réduire, hein, donc vous pouvez aller automatiquement vers l'insuffisance rénale terminale, dans la majorité des cas. Donc, s'il n'y a pas, bien sûr, la prise en charge, dans la majorité des cas, hein, surtout lorsqu'il s'agit d'une perturbation très importante, chronique de DFG, avec des valeurs très basses. Donc, la prise en charge, c'est généralement, hein, c'est pour retarder le stade d'insuffisance rénale terminale. Mais bien sûr, on peut avoir, je dirais, une prise en charge correcte qui peut améliorer beaucoup la fonction rénale. Donc, et toujours, insuffisance rénale, atteinte des fonctions rénales. Donc, vous voyez la filtration, la réabsorption, l'excrétion et la fonction endocrine. Mademoiselle, vous voyez? Maintenant, la fonction endocrine. On est dans la chronicité. Il y a le facteur temps. Donc, automatiquement aussi, vous aurez une atteinte de la fonction endocrine. Du parenchyme rénal, conséquence de lésions anatomiques irréversibles. Donc, vous voyez, retenez les mots-clés, s'il vous plaît. Donc, facteur temps et facteur réversibilité. Il y a le commun, les fonctions.
déchets azotés augmentés, perturbation des électrolytes et à savoir aussi l'équilibre acido-basique. Oui? Pardon? Est-ce que la taille du 1 peut être influencée par l'insuffisance rénale? C'est-à-dire qu'on peut avoir une atrophie rénale? Oui, oui. En fait, il y a des facteurs génétiques. Ça veut dire déjà, il y a des malformations. On va voir les polykystoses. Hein? Donc, ça veut dire le parenchyme rénal. Il y a des facteurs génétiques. Il y a des malformations qui peuvent donner, ça veut dire le sujet, génétiquement parlant, ou là, embryologiquement parlant, il est déjà à la voie de développer l'insuffisance rénale chronique. Donc, deux notions permanentes, supérieures à 3 mois, et irréversibles. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que la suffisance rénale chronique, c'est un enjeu aussi socio-économique, vu sa fréquence et la lourdeur de prise en charge, notamment les dialysés. Donc, vous voyez, vous connaissez la fréquence de cette pathologie, donc la société, donc vraiment ça pèse beaucoup. Parce qu'évidemment, il y a une prise en charge lourde et qui touche une tranche de population où là, avec une fréquence très importante. Donc il y a le facteur socio-économique, très important. Très bien. Maintenant, les facteurs de risque. Les facteurs de risque de l'insuffisance rénale chronique. Donc, si vous voulez, on a parlé de l'athérosclérose, notamment les pathologies cardiovasculaires. Eh bien, si le cœur sera atteint, de la même façon, par ischémie, par diminution de la perfusion rénale, par hypertension artérielle, diabète, auto-immunité, attaque des parenchymes rénales. Ça veut dire toutes les étiologies que nous avons vues, toutes les causes qui vont donner l'atteinte parenchymateuse, c'est un facteur de risque très important de l'atteinte de l'insuffisance rénale chronique. Donc l'hypertension artérielle, vous voyez, c'est vraiment, épidémiologiquement parlant, c'est le facteur de risque numéro 1. Vraiment, l'hypertension artérielle, il est incriminé, il est réputé le facteur le plus important dans le développement de l'insuffisance rénale chronique. Le diabète, surtout le diabète type 2, l'obésité, qui est un problème de santé publique, l'insuffisance cardiaque, donc tous les facteurs, vous voyez, de la perfusion rénale. Donc, n'importe quel tissu, s'il n'est pas bien irrigué, s'il n'est pas bien perfusé, donc, c'est l'ischémie, c'est le retentissement sur l'organe. Pathologie coronarienne et vasculaire périphérique, les néphropathies héréditaires, vous voyez la polykystose, donc ces reins-là d'emblée, bien sûr dans la confirmation radiologique, ces patients-là, automatiquement, ils vont développer une insuffisance rénale chronique à un âge très précoce. Vous avez le mauvais usage des médicaments néphrotoxiques. Donc il y a, s'il vous plaît, il y a des médicaments qui sont réputés par leur néphrotoxicité. Il y a les ANS, il y a les diurétiques, il y a la chimiothérapie anticancéreuse, il y a les produits de contraste, utilisés à vue pour but diagnostic en radiologie. Ce sont des produits lourds. L'iode, par exemple. Ils sont des produits lourds. Donc l'élimination rénale, elle est très difficile. Donc s'il y a aussi des facteurs de risque adjacents, donc l'utilisation de ces médicaments ou bien de ces produits de contraste peut nuire, peut accélérer le développement de l'atteinte parenchymateuse et la survenue de l'insuffisance rénale. Donc le lithium par exemple, c'est un médicament utilisé. Oui, très bien, en neurologie, en psychiatrie, c'est un médicament connu par ses effets antidépresseurs. Donc contre les accès maniaco-dépresseurs. C'est un médicament qui un petit peu régularise l'humeur.
Donc c'est un médicament qui est utilisé et les produits de contraste, comme j'ai dit, donc ce sont des produits massiquement, hein, on parle de la masse atomique, ce sont des produits lourds. C'est comme on a parlé de l'hémochromatose, on a parlé de la maladie de Wilson, au niveau hépatique. Donc on a des accumulations du cuivre, donc la toxicologie, c'est ça, en fait, pour les organes, les produits toxiques, le zinc, l'arsenic, le cuivre, le plomb, ce sont des métaux lourds. Donc s'il y a une augmentation d'une concentration, surtout au niveau tissulaire, donc les cellules souffrent de la présence de ces métaux lourds. Il y a une très grande difficulté pour les éliminer. Donc, ils vont retentir sur le fonctionnement tissulaire. Donc, la cellule qui est chargée, qui porte une charge, il y a une présence de ces métaux, donc il y a une toxicité tissulaire, cellulaire importante. Donc, les infections urinaires répétées, non ou mal traitées. Bien sûr, les infections, il y a atteinte parenchymateuse, hein, il y a un syndrome inflammatoire très important, il y a la présence des anticorps très importante, donc il y aura une interférence, si vous voulez, une interférence, automatiquement, les anticorps, ils sont tellement présents, tellement variés, tellement concentrés, et ils ne font pas à un certain moment faire la différence entre l'agent causal, l'agent pathogène et l'organe lui-même. Donc ils peuvent attaquer aussi l'organe. Oui? Pardon? L'hypertension artérielle, c'est un facteur de risque majeur parce que, évidemment, c'est la perfusion rénale. Donc, vous avez... voilà, donc, vous n'oubliez pas, s'il vous plaît, très simple. Donc, on va revenir à l'histologie des reins. Qu'est-ce que vous remarquez pour les reins? Qu'est-ce qu'il y a? Il est rouge, il est bleu. C'est quoi? Hein? Des vaisseaux. Donc au niveau rénal, il y a une vascularisation très importante. Donc qui dit hypertension artérielle dit les vaisseaux terminaux de petit calibre, ils vont presque être un rétrécissement très important, presque bouché. Donc la perfusion des tissus du parenchyme sera atteinte. Donc, et on peut comprendre, bien sûr, l'atteinte du parenchyme rénal suite à l'hypertension rénale. Les conséquences. Maintenant, les conséquences. Les conséquences, vous avez une néphropathie ou bien des néphropathies hypertensives et vasculaires, les néphropathies diabétiques, les glomérulonéphrite, essentiellement la maladie du Berger, les néphropathies interstitielles chroniques et les néphropathies héréditaires, essentiellement la polykystose rénale autosomique dominante. Oui, ce sont des causes en fait, ce sont des causes, vous avez raison, ce sont des causes. Maintenant, le diagnostic. Le diagnostic, vous avez le diagnostic clinique, donc le diagnostic radiologique, donc notamment par exemple la polykystose, hein, donc radiologiquement on voit l'atteinte rénale, on voit la forme, il y a une malformation rénale, les reins ne sont plus fonctionnels. Et bien sûr l'exploration de routine qui est utilisée couramment, c'est biologique, et aussi bien dans le dépistage, le diagnostic et le suivi, et l'évaluation des pronostics. Donc tous ces objectifs, il y a l'importance de paramètres biologiques dans l'exploration de la fonction rénale. Et bien sûr, nous avons parlé de l'augmentation des déchets azotés non protéiques. Nous avons vu l'urée et la créatinine. Et nous avons dit que l'urée, c'est un paramètre influencé par le régime alimentaire qui peut influencer aussi par les perfusions rénales, la perfusion rénale. La créatinine, au contraire, non. La créatinine, c'est un paramètre qui est en relation avec deux choses.
Lesquels? Très bien. La masse musculaire et la filtration, et plus ou moins, bien sûr, la sécrétion tubulaire. Très bien. Donc la créatininémie, vous voyez, c'est le paramètre de choix en biologie pour l'exploration rénale. La créatininémie est un marqueur imparfait du débit de filtration glomérulaire. Parce que, évidemment, on a parlé de ces deux facteurs. Il y a le facteur poids, masse musculaire, et il y a le facteur sécrétion tubulaire. Ça veut dire qu'on a une imperfection pour l'utilisation. On ne peut pas dire que la créatinine, c'est un marqueur idéal. Parce qu'évidemment, il y a au moins ces deux facteurs qui peuvent argumenter le caractère, je dirais, imparfait de l'utilisation de la créatinine. Donc, cependant, il garde une valeur d'alerte. Ça veut dire, si vous avez une créatininémie élevée, automatiquement, vous êtes dans le dysfonctionnement rénal. 85% des adultes ayant un DFG inférieur à 60 ont une créatininémie positive, ça veut dire supérieure à la normale, chez l'homme et chez la femme. Donc ça, ce sont des paramètres d'une étude métacentrique. Hein? Donc, il y a un seuil, si vous voulez, ça veut dire, oubliez ces valeurs, ça veut dire que vous avez une créatininémie positive. Vous voyez, ça veut dire la créatinine, il est corrélé à plus de 80% des cas au DFG. Donc on a certaines situations, bien sûr, qu'il faut confronter l'ensemble des données clinico-biologiques pour évidemment poser le diagnostic d'une insuffisance rénale. Et bien sûr, le paramètre qui définit l'insuffisance rénale, c'est le DFG. Le paramètre qui définit l'insuffisance rénale, c'est le DFG. Et bien sûr, le DFG, on ne peut pas le déterminer. Bien sûr, nous avons vu que l'inulinie, c'est le paramètre de choix, mais bien sûr, c'est une épreuve dynamique très onéreuse, la prise en charge, en fait, je dirais, l'utilisation n'est pas adaptée en pratique courante, hein, parce que vu le nombre des patients, etc., on ne peut pas pratiquer l'inuline, donc c'est un test assez spécialisé. Donc ce qu'on fait, c'est pour s'opposer à ces défaillances, à ces, si vous voulez, limites de la créatinine, il y a des formules mathématiques approximatives pour un petit peu corréler la créatinine au DFG, pour calculer à partir de la créatinine et d'autres paramètres en fonction du sexe et de l'âge, on peut avoir la définition, et il y en a plusieurs, hein. Donc dans la plus utilisée, c'est la formule de Cockcroft et Gault. Donc cette formule, nous avons vu cette formule déjà dans l'étude de la créatinine. Donc clairance de la créatinine est égale. Donc la clairance de la créatinine, c'est quoi à votre avis? C'est quoi la clairance? Une clairance. Oui, mais c'est quoi mathématiquement? Vous avez un organe X qui assure une filtration. C'est quoi la clairance? Donc vous avez un organe qui filtre une substance. Donc la clairance de cette substance, c'est la concentration de la substance filtrée en aval sur la concentration en amont, ça veut dire sa concentration après la filtration, dans le compartiment après la filtration, notamment ici les urines, sur sa concentration en amont, avant la filtration, ici c'est très bien le plasma, fois le débit, le débit urinaire, ici c'est le débit urinaire. Très bien. Vous voyez, donc ça c'est la définition générale de la clairance. Donc, si on détermine la clairance de la créatinine, on est très proche de DFG. Il nous manque un petit ajustement qui est dû à
Bravo, bravo. Donc à la sécrétion tubulaire et bien sûr, un deuxième facteur, la masse musculaire. Vous voyez? Donc, de plus en plus, on utilise des paramètres. Pourquoi on utilise ces paramètres? Parce qu'on va limiter l'influence des autres facteurs. Donc, on s'approche de mieux en mieux au DFJ. Donc, c'est ça l'utilité de ces formules approximatives. Donc, vous voyez? Donc, la clairance de la créatinine est égale, donc dans ce cas, la formule de Cockcroft, moins 140 moins l'âge en année, fois le poids en kilogrammes, fois K, bien sûr K, c'est 1,24 pour l'homme et 1,04 pour la femme, et sur, bien sûr, la créatininémie en micromol par litre. Bien sûr, il y aura une autre formule, il y a une autre formule en milligrammes par litre. Très bien. Le résultat, la conséquence, maintenant on définit approximativement le DFG